Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bel et Bien. Ça va Agathe? Ouais, je suis toujours aussi floue de vous. Je vois comme vous, grâce à ces lunettes qui, vous savez, reproduisent la vision de la myopie. Donc, j'ai l'impression d'être vous, d'ailleurs. Bon, cela dit, on en rigole, mais à terme, c'est ce qui risque de nous arriver parce que nos yeux fatiguent. Et oui, parce qu'en 2050, plus de la moitié de la population sera myope comme moi. Et cela ne sera pas sans conséquence, car la vue est un sens fondamental au cœur de nos aptitudes, de nos émotions et de notre santé. Il faut donc la préserver pour vivre mieux. Alors, comment reposer nos yeux? Agathe, ôtez ses lunettes pour nous lire le sommaire de l'émission. C'est vrai que vous avez quand même une vie particulière. Je suis en train de me mettre dans vos chaussures, enfin dans vos lunettes. Alors montrez-moi vos yeux, je vous dirai comment vous allez. Pour le professeur d'ophtalmologie, le docteur Antoine Brézin, l'œil est une fenêtre ouverte sur notre corps. Hypertension, diabète ou infection cardiaque, toutes ces maladies s'inscrivent sur notre rétine avant même qu'elles ne se manifestent. Un formidable outil de prévention qu'on va apprendre à décrypter. Quelle tête à lunettes avez-vous? On vous aide à choisir la bonne paire grâce au MOF lunetier Bérangère Evin qui nous dispense ses précieux conseils pour bien choisir sa monture. Enfin, miracle avec Julien Séchéron, devenu aveugle du jour au lendemain à cause d'une maladie génétique rare, il accepte une injection expérimentale et en à peine quelques semaines, il recouvre la vue alors qu'on le croyait perdu pour la science. C'est une véritable renaissance. Au bout d'1 an et demi, c'est quasiment un dixième retrouvé à l'œil. Vous allez me dire, bon, c'est pas beaucoup, mais quand je mange, je vois ce que je mange. C'est plus l'espèce de bouillie grise infamante. Je vois ce que je porte aussi. Après, de très près, je peux voir que ma barbe, elle devient de plus en plus blanche. De très près aussi, je peux revoir que ma femme avait mis du rouge à lèvres la dernière fois, etc. On retrouve le sourire, on retrouve le goût à la vie, on retrouve le goût aux échanges avec les autres. Et pour nous aider à prendre soin de nos yeux, l'équipe de Bel et Bien, ils ont l'œil du tigre, nos chroniqueuses et chroniqueurs, Elsa Wolinski, Marie-Traille Stéphanie et Stan Gusman, mais également notre experte bien-aimée, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, de classe exceptionnelle, Sylvie Chocron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour Ali, bonjour à tous. Alors 70% des informations passent par la vision. C'est donc le sens le plus important chez l'homme. Voilà pourquoi une bonne vue est indispensable à notre bien-être. Et c'est Stan Gusman, comme d'habitude, qui nous en parle. Affirmatif. Oui. Saint-Exupéry disait « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Ouais, bon, les conseils sur la vue venant d'un mec qui s'est craché en avion dans la Méditerranée parce qu'il n'y voyait pas à 2 mètres, excusez-moi, mais j'ai comme un doute sur l'expertise du type. Cela dit, il n'a pas tort, Saint-Ex. La vue est au cœur de nos émotions. Oui, la vision, ce n'est pas qu'une affaire d'optique, c'est avant tout une expérience émotionnelle. Chaque image qui s'imprime sur notre rétine est transmise aux aires cérébrales du cerveau qui gèrent la mémoire et les émotions. Voilà pourquoi ce que l'on voit est à l'origine de ce que nous ressentons. Une simple lumière, un regard ou un tableau peuvent déclencher de la joie, de la nostalgie ou l'apaisement. Alors imaginez comment l'émotion peut vous gagner quand vous voyez les couleurs pour la toute première fois, à l'image de ces personnes atteintes de daltonisme sévère à qui l'on offre des lunettes capables de rétablir la perception chromatique. Sortez les mouchoirs, vous allez chouiner. Close your eyes, you put them on. Okay, now open your eyes. Oh my god. That's actually so cool. Can you see that? Can you see that's paint now? Really? Yeah. Does that really work? Yeah. How does it look? That's weird. Look at the balloons. You see colors now? What do we see, baby? What do we see, baby? Are you okay? There's so many different greens. Oh my God, sweetie. It's so nice and bright and it's so pretty.
Vous êtes des monstres, Ali. Agathe, vous n'avez pas pleuré face à ces images. Bref. Moi, ça m'a rien fait. Moi non plus. Voilà, la démonstration Bien par sûr, l'extrême de rire. est faite. Nos émotions naissent essentiellement de ce que nous voyons. Et la réciproque est vraie. Notre œil réagit aussi à ce que nous ressentons. Quand on a peur, par exemple, notre regard se fige et la vision périphérique se rétrécit pour se concentrer sur la menace. Quand on est triste, eh ben, nos glandes lacrymales s'activent. D'ailleurs, fun fact, on est la seule espèce à avoir des larmes émotionnelles. Enfin, pas moi parce que je suis un bonhomme, mais Ali, par exemple, lui, il pleure. Fragile, va. Ah oui, et quand on tombe amoureux, notre œil aussi réagit et nos pupilles se dilatent. C'est un signal de désir. D'ailleurs, Marie, regardez-moi. C'est bien ce que je craignais. Désolé, mon cœur est déjà pris. Tu t'en remettras. Ce sera long, mais tu vas y arriver. Bref, l'œil est donc un capteur émotionnel et son langage est universel. Une simple étincelle dans le regard peut dire à la fois « je te comprends » ou « attention, danger ». Et bien sûr, « je t'aime », n'est-ce pas, Marie? Oh, c'est beau. Oh là là. Bon, si je résume ce que Moi, je trouve qu'il a un regard flippant. Ça me fait très peur. Si je résume ce que cette érotomane de Stan vient nous dire, c'est que l'œil est à la fois un récepteur d'images, mais aussi un déclencheur d'émotions. Donc préserver sa vue, c'est préserver son équilibre intérieur et aussi sa capacité à s'émouvoir. Sylvie, en ce sens, est-ce qu'on peut affirmer que notre humeur dépend aussi de notre clarté visuelle? Est-ce que voir flou, donc si toute la journée je porte des lunettes comme ça joue sur les émotions? Je pense que ça pourrait me rendre dingue. Mais bien sûr, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas bien compte, mais vous l'avez dit, 70% des informations qui nous arrivent passent par la vision. Et la vision, c'est le sens qui nous permet vraiment d'être en interaction avec le monde extérieur. C'est ce qui permet aux enfants d'établir la première relation, avant même de parler. Et donc la vision, c'est vraiment le sens qui permet l'adaptation chez l'être humain. Et donc le problème, c'est que quand on a un problème visuel, la vision, qui normalement est un sens magique, vous ouvrez les yeux, vous voyez, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des milliers d'opérations en un temps record entre votre œil et votre cerveau pour que votre cerveau vous donne à voir ce qu'il y a devant vous. Et donc, quand on a un problème, tout ça se désautomatise. Du coup, vous prenez conscience de l'effort pour voir. Votre cerveau est obligé de compenser si votre œil a un problème. Ça génère de la fatigue, du stress, voire de l'anxiété. Et effectivement, vous n'êtes plus du tout adapté. Et donc, on sait que, par exemple, on fait très attention chez les sujets âgés, mais même chez les sujets plus jeunes, parce qu'un trouble visuel peut entraîner un repli sur soi, une désocialisation, peut vous empêcher d'interagir correctement avec le monde, peut même vous rendre triste, anxieux, et à l'inverse, vous redonner une vision qui est parfaitement adaptée, vous permet d'être à nouveau en interaction, à nouveau de récupérer une certaine joie de vivre, parce que vous pouvez à nouveau être socialisé. Donc oui, la vision, c'est vraiment la porte sur le monde extérieur. Parce qu'on le dit beaucoup sur l'audition, mais la vision faites-vous aussi. appareiller, mais on le dit pas beaucoup en fait sur Exactement. les lunettes. Mais c'est très important. Bien voir aide donc à aller mieux. Voilà pourquoi il faut prendre soin de nos yeux. Mais au fait, les Français ont-ils 10 sur 10 à chaque œil? D'après Sarah Kadour, qui est allée à leur rencontre, rien n'est moins sûr. Hey, Bravo. comment ça va? Ouais. Moi, bisous mon Sarah, comment ça va? Ça va, vous me voyez bien? Oui. Là, non. Oui. Ah, Là, oui. d'accord. Je vous plaît, je suis belle? Oui. Vous me voyez bien. Une apparition. Alors, avant d'aller à la rencontre des Français, j'ai décidé de vous faire passer un petit test de vision. Voilà, pas un test classique, hein. Un test scientifique ultra fiable, homologué par moi-même. Alors, le principe est simple, je vais vous montrer des phrases de plus en plus petites pour identifier l'âge réel de vos yeux. D'ailleurs, dans un souci d'égalité, Ali, je vais vous demander d'enlever vos petites binocles. Ouais. s'il vous plaît. Voilà, merci. D'ailleurs, on commence par vous. On va commencer facile. Lisez la première ligne à haute voix. Il faut avoir plus de 3 à chaque œil pour y arriver. Allez-y. Là, Ah ouais je ne vois rien. Non. Non, en vrai? Non, non, sérieux? Et Mon bah, LED. arrêtez. Ah oui, la monarchie, c'est ringard. Non, La quoi? Ah, la pardon. moustache, c'est La moustache, C'est un message. la je crois. moustache, c'est ringard. Oh, le gars, C'est il vous vous qui le dites, mais Ali, il faut vous remettre en question. là. D'accord. Bon, vous pouvez remettre vos lunettes. Vous faites de la peine. J'ai lu la monarchie. Hein. Alors, on va monarchie. monter d'un cran. On va essayer de sauver les meubles. Pour cette phrase, il faut avoir plus de 5 à chaque œil. Elsa, elle est pour vous, cette phrase. Allez-y.
Elle rigole, c'est vexant. Oui. Sarah est la meilleure chroniqueuse de France. Télé. De France tout court. De France tout court. Tant d'éloges. Alors on va rentrer dans le dur et pour la phrase suivante, il faut avoir au moins 7 à chaque œil pour la lire. Et comme vous ne portez pas de lunettes, Agathe, malgré votre âge, elle est pour vous. Elle est pour vous. Sarah ne mérite pas du tout une augmentation et je vais tout faire pour qu'elle ne l'obtienne jamais. Eh bien, faux. Il y avait marqué Sarah mérite une. Voilà. C'est ça. Vous voyez très Ça doit mal. être l'âge. Oui, c'est ça. Ça confirme l'âge. Alors une dernière et cette fois, ceux qui ont 10 à chaque œil peuvent la lire. Donc je vais faire appel aux plus jeunes de l'émission, Stan et Marie. C'est vrai. Allez-y. Je vous laisse lire la phrase. Ok, il faut qu'on la voie. Il est temps de regarder le formidable micro-trottoir de la non moins formidable Sarah Cadou. Sarah Cadou. J'ai oublié de mettre mes lentilles ce matin, donc je sais pas si t'as remarqué, je vois pas grand-chose, donc D'accord, voilà. Donc on va faire avec. on fait avec. Alors Jimmy, comment vont vos yeux en ce moment? Ils vont. Alors le micro est déjà par là, oui. Pardon. Bah bien, oui, oui. Et vous, comment ça va aujourd'hui? On va peut-être pas on va baisser un peu le micro. Pardon, quand j'ai pas mes lentilles, moi c'est une catastrophe. Je vais aider. Ouais. Jimmy, comment vont vos yeux aujourd'hui? Super, super. C'est quoi vos problèmes de vue? Hypermétrope. Sois plus fixe. Et comme ça, je sais que c'est comme ça. Voilà. Ok. Jimmy, comment vont vos yeux aujourd'hui? Voilà. Et aujourd'hui, ça va? Ouais, là, ça va. Jimmy, je rigolais, je porte pas de lentilles parce que le thème du jour, c'est les yeux. Très très bon thème en tout cas. Comment vont vos yeux en ce moment? Ils sont un petit peu fatigués. Je regarde beaucoup d'écrans et les yeux qui se ferment un peu, ils sont un peu rouges et ma vue se trouble un petit peu. Eh ben, très bien, je vous vois complètement clair. Désolée pour vous, si vous me voyez net, ça doit pas être évident. Avez-vous des problèmes de vue et si oui, lesquels? Hypermétrope, j'ai besoin d'approcher quand je lis quelque chose. Je porte des lunettes, je suis astigmate et hypermétrope. Je les utilise, mes lunettes, uniquement quand je regarde des écrans. J'étais myope, j'ai appris qu'il y avait l'opération. Bah, ça fait 10 ans que je me suis fait opérer et j'ai jamais vu comme ça de ma vie. Les écrans sont responsables de la fatigue oculaire. Vous passez combien d'heures par jour sur les écrans? Bien 3-4 heures, je pense. On peut regarder votre temps d'écran. Oui. Alors, mardi, 10h23. Bah ouais. Est-ce que vous pensez avoir un regard expressif? Oui. Face caméra, faites-moi un regard de séduction. Ah, j'aime bien. Un regard de colère. Un regard de tristesse. Oh, elle est triste. Un regard d'amoureuse. Elle est amoureuse. On dit qu'on regarde avec son cerveau, c'est lui qui interprète ce qu'on voit vraiment. Alors, je vais vous faire un test de Rorschach et vous me dites ce que vous voyez dans ces dessins. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux personnages en train de danser sur des rythmes afro. Ils sont en train de nettoyer quelque chose aussi au sol. Pendant qu'ils dansent. Pendant qu'ils dansent, ils dansent et ils nettoient. Allez, yeah, astiquer, da-na-na, casa toujours plein de temps. Ok, parfait. Et enfin, dernière. De trolls, nains, de Blanche-Neige en train de jouer à picoti-picota et se donner des grands coups de pied sanglants. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre, c'est vrai, mais c'est ce dessin qui est bizarre. Et comme nos yeux fatiguent, j'organise une petite séance de yoga du regard en proposant des exercices de rééducation oculaire. Vous allez, face caméra, dessiner les lettres de l'alphabet avec vos yeux. Oui, Ali Agathe, je suis avec Jimmy, plus communément appelé la Chouette. En effet, il rôde dans les rues de Paris et il est actuellement en pleine crise. Je vous laisse admirer. La Chouette. Vos yeux sont rééduqués. Oui, ça vous a fait du bien. J'en étais ôté là.
Ils sont sympas hein, quand même. Ah, vous êtes méchants, quand même. Gentils, je les embrasse. Non, non, j'embrasse ma petite chouette folle. Alors, vous le constatez, les Français voient mal. Mais pas autant que l'un d'entre nous. Est-ce que vous voyez de qui je parle? La binocle. D'ailleurs, j'aimerais qu'on dise la vérité aux téléspectateurs. On leur doit bien ça. Ali a moins 15 d'handicap à chaque œil, comme le prouve son prompteur. Est-ce qu'on peut faire un point sur le prompteur? Ouais. Voilà, regardez la différence. Mais il faut le comparer à celui d'Agathe. À celui d'Agathe, c'est ça. Regardez la différence entre les deux. C'est vrai. Voilà, vous voyez, c'est assez incroyable. Et je vous parle pas de ces fiches. Je me permets de venir. Allez-y. Voilà, Faites-vous pour plaisir. que vous constatiez les Humiliez-moi devant la France voilà entière. ces fiches. Donc, vous êtes, voilà, un mot par fiche dans bel et bien la taxe carbone, le bilan carbone. La taxe, le bilan carbone. Merci Sarah. Allez, Merci à Sarah. bientôt. Merci Au revoir. Sarah, on vous retrouve. C'est toujours un plaisir. tout à l'heure. Voir une angoisse. Voir une angoisse. Merci beaucoup. Oh là là. Bon, en tout cas, le constat est sans appel. On y voit mal. La bonne nouvelle, c'est que 80% des troubles de la vision peuvent être évités ou guéris. Mais alors, comment ? Pour le savoir, on accueille le professeur Antoine Brézin. Bonjour, professeur. Bonjour. professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc ophtalmologiste, vous êtes chef de l'ophtalmopôle au sein de l'hôpital Cochin à Paris et vous êtes l'auteur de ce livre « Comprendre et soigner ses yeux » aux éditions du CERF. Alors dans un instant, vous allez nous dire comment préserver notre vue, mais avant, j'aimerais revenir sur un des passages les plus passionnants de votre ouvrage. Il a fallu en choisir un, il y en a plein évidemment de passionnants. Vous dites que l'œil est le seul organe qu'on peut observer sans incision, ce qui en fait un véritable outil d'enquête médicale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Bien, c'est-à-dire que les autres spécialités médicales ont besoin d'examens. Si vous êtes cardiologue, vous avez besoin de faire un électrocardiogramme, de faire de l'imagerie. Nous, on voit directement l'organe parce que la cornée est transparente et donc on peut voir ce qui se passe véritablement à l'intérieur. Et on entre dans un monde, j'imagine, quand on voit ça en Alors, transparent. il y a une autre spécialité quand même, c'est la dermatologie. Les dermatologues, ils voient ce qui se passe, mais ils voient que la couche superficielle. Nous, au-delà de la couche superficielle, la cornée, qui fait l'interface entre l'œil et puis le monde extérieur, eh bien, par définition, l'œil est transparent. C'est par ça qu'on voit. Et donc, on voit la rétine, on voit plein de choses. Et des tas de maladies peuvent s'exprimer au niveau de l'œil. On peut faire le diagnostic de nombreuses maladies générales ou bien évaluer leur retentissement en regardant dans l'œil. Lesquelles, par exemple ? On peut voir plein de choses. On peut voir des maladies courantes et des maladies rares. Dans les maladies courantes, l'hypertension artérielle, ça finit par abîmer les vaisseaux. Dans les maladies rares, il y a plein de maladies qui ne sont pas connues du grand public. Des maladies inflammatoires où le système immunitaire se dérègle, où il y a des infections un petit peu atypiques. Et là, ces infections, ces maladies auto-immunes, certains cancers, c'est vraiment rare, mais ça existe, peuvent s'exprimer, être vus au niveau de l'œil, parfois diagnostiqués grâce à l'œil. Mais je ne comprends pas, comment est-ce que vous voyez un cancer d'un autre organe qu'on peut voir dans l'œil ? Alors, ce n'est pas vraiment le cancer d'un autre organe qu'on voit, mais quand il y a un cancer, en général, il y a des réactions immunitaires contre ce cancer. Notre système immunitaire, il est fait pour à la fois se défendre contre les infections, mais également pour éliminer les cellules tumorales. Or, cette réponse immunitaire, elle peut, c'est les cas très rares, mais s'exprimer dans l'œil et donner des manifestations particulières. On le voit dans le fond de l'œil ou c'est... On le voit dans le fond de l'œil. Ah oui, carrément. Mais c'est rare, c'est pas quelque chose de courant. Faut pas. Le message, c'est pas attention, regardez le fond d'œil, on va découvrir le cancer. Professeur, vous vous adressez à une hypocondriaque. Alors, professeur Brézin, parmi les maladies qui laissent des traces dans la rétine, il y a une pathologie très fréquente. C'est le diabète. Parlez-nous de la rétinopathie diabétique. Donc le diabète abîme les vaisseaux, abîme les gros, les petits, tous les vaisseaux. Et elle les abîme de deux manières. Ces vaisseaux, ils se bouchent ou ils deviennent trop perméables. Et donc ça, on le voit au fond d'œil, parce que quand ils sont trop perméables, ça donne des exsudats, c'est-à-dire que le vaisseau fuit, un peu comme une rivière qui sortirait de son lit et qui donc déverserait un peu de son contenu en dehors de la rivière. Nous, on voit ça au fond d'œil. Et puis, les vaisseaux se bouchent, et donc ça donne ce qu'on appelle de l'ischémie. C'est des territoires qui sont privés d'oxygène à cause du diabète et qu'il faut détruire, parce que cette privation d'oxygène va entraîner la formation de vaisseaux anormaux, qui vont non seulement ne servir à rien, mais qui en plus vont saigner et donc donner un risque de surcomplication. Donc tous les diabétiques doivent être surveillés régulièrement. La bonne nouvelle également, c'est que c'est très fastidieux. Il y a beaucoup plus de diabète. C'était pénible. On a aujourd'hui des appareils qui permettent à un diabétique de mettre son œil devant une petite caméra, devant un appareil photo. Ça fait une photographie du fond d'œil. Elle est lue à distance par un centre de lecture qui dit oui, non, il y a une rétinopathie diabétique, ou elle s'est aggravée par rapport à l'examen précédent. Et demain, l'IA, et c'est déjà le cas dans certains pays, se chargera de ce travail. La seule chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une morale de l'histoire, c'est que si vous remarquez une
gêne visuelle, des taches, une baisse soudaine de la vision ou même un simple flou persistant, le premier réflexe, c'est de consulter un ophtalmologiste. Et un simple examen du fond de l'œil, finalement, va permettre d'écarter ou de confirmer une cause plus générale. Vos recommandations, professeur, c'est un contrôle régulier de la vue tous les 2-3 ans, c'est ça ? Mais d'abord, ça dépend un petit peu des âges de la vie, de la vue Oui. et de la vie. Mais après 50 ans, on va dire bon. Si vous voulez, sur les enfants, c'est plutôt les lunettes, est-ce qu'ils voient bien en classe, et c'est un sujet qui est important. Chez les sujets âgés, c'est plus fréquent que entre 30 et 50 ans, il se passe pas grand-chose. Un petit peu, il faut des contrôles réguliers, mais il faut augmenter la fréquence de ces contrôles chez les sujets âgés, donc plus un risque de certaines pathologies. Et puis, quand on a une maladie générale, par exemple le diabète, un examen ou en tout cas une image du fond d'œil tous les ans est indispensable. Dans un instant, vous allez nous livrer votre protocole pour endiguer l'épidémie de myopie qui sévit en France et dans le monde. Mais d'abord, Marie-Trace Stéphanie a donc cette histoire qui relève du miracle à nous raconter. Alors pour commencer, imaginez, vous êtes chez l'ophtalmo et puis il vous dit, en fait, vous ne verrez plus rien, plus jamais. C'est fini. Quelle serait votre première réaction? Bon, bien sûr, on est effondré, mais qu'est-ce que vous voulez regarder une dernière fois, essayer de mémoriser dans vos têtes? Je pose la question. Ah, mais moi, c'est l'océan, ça c'est sûr. Pas vos enfants. Moi, j'allais dire mes enfants. Moi, c'est marrant que j'ai pensé à l'océan avant mes gosses. Oui, c'est vrai. C'est très révélateur. Et vous? C'est bizarre, c'est moi sur un surf. Mes enfants. Bah, bien sûr. Ah, ça va, Aussi, gna, 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 ça arrive. La bonne mère. Ce sont les questions que Julien a dû se poser à 37 ans. Du jour au lendemain, une maladie rare et génétique, la neuropathie optique héréditaire de Leber, se déclenche. En quelques jours, sa vue s'éteint jusqu'à ce qu'il ne voit quasiment plus rien, juste de la lumière. Julien va devoir littéralement réapprendre à vivre sans la vue jusqu'au jour où on lui propose de devenir le 15e patient au monde à tester un protocole expérimental capable de restaurer la vision. Aujourd'hui, il nous raconte sa traversée de l'obscurité. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions. On vous a diagnostiqué une neuropathie optique héréditaire de Leber, est-ce que j'ai bien dit? Oui, autrement dit NOHL. Voilà. Ça va plus vite. Voilà. C'est une maladie rare et génétique. Comment c'est arrivé dans votre vie? Racontez-nous. C'était lors d'un mariage, donc il y a maintenant à peu près 10-11 ans. J'y voyais un petit peu flou, donc je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Et donc en allant après chez l'ophtalmo, 2-3 jours après, on fait des tests en fait, d'acuité visuelle sur le tableau ophtalmologique pour dire les lettres. L'ophtalmo me dit, mais là vous ne voyez rien, la plus grosse, etc. Et en fait, je voyais rien. Ils ont commencé à se poser des questions, après avec d'autres ophtalmos. Ils n'arrivaient pas à trouver. Donc je suis allé à Paris, chez le docteur Vignal, qui est donc le médecin émérite sur cette maladie de Leber en France. Et elle m'a dit, bon, je dois vous dire que vous êtes atteint de la maladie de Leber. C'est une maladie orpheline, il n'y a pas de médicament à date, vous allez perdre aussi la vue très rapidement de l'autre œil et vous allez devenir ce qu'on appelle très malvoyant. Et dans un temps très très court. Je reste un peu stupéfait, je dis mais donc ça veut dire que là à 37 ans, je veux dire très malvoyant, il n'y a pas de médicament et la vie va être foutue là, ou comment ça se passe quoi en fait. Et comme sur un ring de boxe, on est complètement KO. En quelques semaines, sa vue baisse drastiquement. Pour vous imaginer, en fait, c'est quand vous êtes dans une salle de bain, vous avez pris une douche très chaude, vous savez, la glace, c'est un petit peu embrumé. Ben, moi, il faut se dire que la buée, elle reste toute la journée. J'ai cette espèce de flou en fait devant l'œil. Ce qu'on appelle un scrotum, donc c'est cette espèce de tache qui est plus ou moins épais et plus ou moins en diamètre. Et en face, c'est ça qui nous empêche de voir. Et on perd donc les couleurs, on perd la vision et on perd toute la vue. Donc voilà, et ça c'est d'une brutalité totale. Là du coup quand même je suis vraiment perdu dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, même si j'ai beaucoup besoin d'aide, je ne sais pas ce que je mange, parce qu'à part une bouillie, on ne peut pas distinguer des couleurs ou ce qu'on mange. On va au marché, on ne reconnaît pas les fruits, les légumes. Moi le visage de ma femme, je ne voyais plus malheureusement, mon visage non plus, mais on doit s'accrocher à la vie, on doit s'accrocher à son boulot, on doit s'accrocher à sa famille, et je n'ai que 37 ans. À mesure que la maladie progresse, Julien veut emmagasiner un maximum de souvenirs visuels.
Comme c'est très rapide, on essaie de capter tout ce qu'on peut capter. Je déjeune en fait tous les samedis avec mon petit frère et donc je le prends en fait dans mes mains, je le fixe intensément pour pouvoir garder ce que je peux garder. On essaie de garder aussi le visage de ma femme, de tout ce qu'il y a. Les couleurs, c'est l'automne, toutes les feuilles qui tombent, etc. Parce que de jour en jour, on se réveille le matin, on se dit putain, ça va aller mieux. Mais en fait non, c'est pire. C'était très difficile pour vous d'accepter cette perte de vision. Je me retrouve quand même des fois le samedi, au lieu et place de regarder des matchs de rugby sur lequel je suis passionné, je suis dans mon canapé. Je vais souvent chialer, faut le dire, parce qu'on se retrouve seul, on peut plus rien faire, on peut plus aller sur les réseaux sociaux, on peut plus lire ses mails, on peut plus téléphoner. Donc on est là à rien faire, à attendre, à être extrêmement fatigué, parce qu'au lieu de faire un pas, pour moi c'était 4 pas, parce que on tâtonne, on ne sait pas où on va. Mentalement et physiquement, Julien est épuisé. Il décide de partir en vacances avec son épouse. Il reçoit alors un appel de son médecin qui lui annonce qu'il a été choisi pour bénéficier d'une thérapie génique expérimentale qui pourrait lui faire recouvrer la vue. Il y a une place qui s'est libérée. Est-ce que vous souhaitez rentrer dans le protocole? Je dis oui. Elle dit non, mais attendez, il faut quand même que vous réfléchissiez. Je dis mais je vais réfléchir à quoi? Je vois zéro. Zéro, vous me dites que je peux être injecté, même si la génétique, je lui dis mais j'ai peur de quoi? À part retrouver de la vue, de la vision et des couleurs. Julien est donc le 15e patient au monde à recevoir une injection expérimentale dans l'œil. Et même si l'opération s'est bien passée, les bénéfices se font attendre. Et après, quand même, au bout de 2-3 mois, je commence à avoir un peu des couleurs. En fait, je traverse une rue un moment, et là, je me dis, putain, mais ça, le feu, il est vert, le feu, il est rouge. Bon, les gens, en fait, ils ont dû me prendre pour un fou parce que je ne traversais jamais, quoi. Mais après, même, je prends le métro, et là, je vois... Alors, elles sont grosses, les lettres d'intention, mais Pasteur. Donc, je sais où je suis à la station Pasteur. Et au final, au bout d'1 an et demi, c'est quasiment un 10e retrouvé à l'œil. Vous allez me dire, bon, c'est pas beaucoup. Mais quand je mange, je vois ce que je mange. C'est plus l'espèce de bouillie grise infamante. Je vois ce que je porte aussi. Après, de très près, je peux voir que ma barbe... elle devient de plus en plus blanche. De très près aussi, je peux revoir que ma femme avait mis du rouge à lèvres la dernière fois, etc. On retrouve le sourire, on retrouve le goût à la vie, on retrouve le goût aux échanges avec les autres. Qu'est-ce que vous gardez de cette période quand même de 3-4 mois où vous avez été très malvoyant? De la force que je ne connaissais pas. La vie est tellement belle que ça vaut le coup en fait, d'avoir de l'espoir et d'avancer en fait. Merci beaucoup pour votre témoignage, Julien. Merci beaucoup. Julien a donc été le 15e patient au monde à tester ce protocole et cette prouesse était rendue possible grâce à la recherche scientifique et au Téléthon qui a financé cette opération parce qu'il faut savoir qu'une seule piqûre dans un œil, ça coûte 700 000 €. Ah ouais. Oh la vache. Pour recouvrer la vue, c'est pas mal, mais il faut au Téléthon. faut-il les avoir. Exactement. Bisous. Donc donné pour le Téléthon et la maladie de Leber est donc rare et génétique. D'ailleurs, ses 2 autres frères sont porteurs du gène, mais seul Julien a déclenché la maladie suite à un choc émotionnel à l'annonce du cancer de son père. Aujourd'hui, Julien accompagne d'autres malades grâce à son association Julien NOHL. Sylvie, la maladie de Leber fait partie de centaines de maladies pouvant conduire à une cécité. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on perd la vision? Comment on s'adapte? Est-ce que c'est les autres sens qui prennent le relais? Merci Marie pour cette question, parce qu'on pense souvent que l'organe de la vision, c'est l'œil. Mais je pense que le professeur Brézin sera d'accord avec moi. Sans cerveau, pas de vision. Et en fait, l'œil tout seul est incapable de voir. Il capte les informations visuelles, il les envoie au cerveau, mais c'est le cerveau qui construit la perception. Et donc, effectivement, quand les sujets ne voient pas, leur cerveau se réorganise. Alors, il faut savoir qu'il y a des recherches assez récentes qui ont montré que 4 heures seulement après une atteinte sur la rétine, la région dans votre cerveau qui s'occupe de traiter les informations en provenance de cette partie de la rétine se réorganise. Déjà, au bout de 4 heures. Et donc, il faut imaginer à quel point la dynamique de la plasticité cérébrale est importante. Et donc, on différencie les personnes qui n'ont jamais vu des personnes, comme dans le cas de votre témoin, qui ont vu, qui ont perdu la vision et qui ont
récupérer leur vision. Chez les personnes qui n'ont jamais vu, ce qui est fascinant, c'est que le cerveau, donc dans les aires visuelles qui sont au chômage, puisque les yeux n'envoient plus d'informations visuelles, le cerveau va construire une perception visuelle à partir de l'audition, du toucher, de ce qu'on appelle le toucher pour voir, qui est un toucher exploratoire, des mouvements de l'air, de tout ce que les aveugles vont utiliser pour compenser la vision. Et au final, les aveugles ont la sensation d'avoir une perception visuelle, puisqu'elle est construite dans les aires visuelles cérébrales, mais à partir des autres sens. Dans le cas de votre témoin, c'est différent, puisqu'il avait déjà vu. Donc il savait ce que c'était que voir. Dans la période où il n'a pas vu, il a essayé d'utiliser son imagerie mentale visuelle, sa mémoire visuelle. Et quand il a recommencé à voir, le peu d'acuité qu'il avait, associé aux souvenirs visuels qu'il avait, lui ont permis de se réapproprier un petit peu la vision. Alors, professeur Brézin, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Comprendre et soigner ses yeux, il est temps de soigner nos yeux. Et ils en ont besoin, comme en atteste cette épidémie mondiale de myopie. On estime que d'ici 2050, plus de la moitié de la population sera myope. D'ailleurs, dans certaines villes de Chine, on compte déjà plus de 80% de myopes. Alors, la myopie, c'est quoi ? On voit bien de près, avec une vision nette, mais on voit très flou de loin. Et si l'on est de plus en plus nombreux à en être victimes, c'est à cause de nos écrans, notamment. C'est simple, on ne sait plus regarder l'horizon. C'est ça le problème principal de cette épidémie de myopie. Alors, on a utilisé le mot épidémie, évidemment, il faut le mettre entre guillemets parce que c'est pas un agent infectieux. En tout cas, s'il y en a un, on l'a pas trouvé. Et je crois que personne ne le pense, ne le suspecte. Mais ce qui est vrai, c'est que notre monde a changé. C'est-à-dire qu'autrefois, on était des chasseurs-cueilleurs et il fallait voir l'animal qu'on essayait de chasser dans la forêt ou distinguer le fruit en haut sur l'arbre. Aujourd'hui, notre monde, c'est un monde de vision de près. C'est un monde d'écran. Et finalement, à l'âge où l'œil se développe, parce que c'est vraiment l'enfance, l'adolescence, les jeunes adultes, l'univers auquel on soumet nos yeux est de plus en plus un univers rapproché, parfois même exclusivement rapproché. Et ça, l'œil s'adapte. Et cette adaptation dont on ne comprend pas bien tous les mécanismes, il va s'adapter en se déformant, c'est-à-dire que sa focale va être une focale faite pour voir de près, et une focale faite pour voir de près, c'est la définition d'une myopie par rapport à la vision de loin qu'on appelle dans le jargon une hémétropie. Donc au fur et à mesure qu'on passe du temps plus sur, exclusivement en tout cas, pour certains de nos jeunes partout dans le monde, qu'on passe trop de temps sur les écrans, trop de temps sur les livres, ça serait la même chose, mais pas assez de temps en plein air, on devient myope. Et je dis souvent en plaisantant, autrefois les parents disaient chérie, arrête de jouer au foot, rentre à la maison, il est temps de faire tes devoirs. Et maintenant, il faudrait un petit peu, lâche ton téléphone, va un peu dehors et regarde au loin, ça fera du bien à tes yeux. Regarde la cage, débute. Pas mal. Donc les écrans sont responsables de la myopie parce qu'ils fatiguent nos yeux, mais à plus d'un titre, parce que non seulement on ne sait pas regarder au loin, mais en plus les yeux s'assèchent parce que quand on regarde un écran, en fait, finalement, on cligne beaucoup moins des yeux. Or, le clignement, il est indispensable à la santé oculaire, Sylvie. Alors oui, le clignement, il est indispensable à la santé oculaire, mais aussi à la vision. Si on vous empêche de cligner, vous allez avoir du mal à voir. On cligne les yeux des dizaines de fois par minute, c'est vraiment très important. C'est comme un reset de l'œil, comme un rafraîchissement, aussi même une façon de lubrifier la surface de l'œil. Le problème des écrans, le professeur Brézin le disait, c'est que non seulement on regarde de près, non seulement le champ visuel est très petit, mais en plus, vous avez remarqué que c'est beaucoup plus facile de regarder l'écran à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le milieu intérieur dans lequel vous êtes va assécher l'œil. Et donc, entre le fait de moins cligner et le fait de ne pas être en contact avec l'air extérieur, la sécheresse oculaire va altérer aussi votre vision. Donc c'est extrêmement important d'expliquer ça, parce que les gens ne se rendent pas compte que plus ils sont concentrés sur leur écran, par exemple si vous faites un jeu vidéo ou si vous êtes sur les réseaux ou quoi que ce soit, moins vous allez cligner. Oui, c'est hypnotique, donc on est comme ça. Et d'ailleurs, professeur Brézin, pour reposer nos yeux et prévenir la myopie, vous recommandez la règle des 20-20-20. Vous pouvez nous expliquer ? Ce qui est important, c'est de temps en temps simplement de lever les yeux de l'écran, sortir, faire un tour. Toutes les 20 minutes. Oui, c'est toutes les 20 minutes, c'est bien de faire autre chose. C'est bien de se mettre des petits rappels, si on n'a pas l'habitude, je veux dire, à la limite. Ça peut être très simple, ça peut être faire quelques pas. D'abord, c'est pas bon non plus sur la sédentarité. Des gens qui ont des professions où ils sont toute la journée assis sur une chaise, en train de regarder un écran.
Il n'y a pas que l'œil qui souffre, tous nos organes. On n'est pas fait, notre héritage génétique, il n'est pas fait pour faire de nous des homo sapiens assis toute la journée en train de regarder un écran. Donc il faut faire autre chose, il faut faire un peu marcher ses jambes, et puis il faut arrêter d'accommoder. Accommoder, c'est quand on regarde de près, c'est un petit muscle qui se contracte dans l'œil pour justement amener la focale pour voir de près. Il faut relâcher cette accommodation. Il faut regarder un peu, si on a la chance de travailler dans un bureau où il y a une fenêtre, il faut regarder un petit peu l'écureuil sur la branche. À 20 mètres. Voilà, Ouais. oui, Et absolument. si possible, on l'ouvre même Voilà. pour regarder à Mais l'extérieur. c'est marcher, faire quelques pas dans le couloir, tout ça c'est bien. Et en plus c'est agréable. Donc faut pas se C'est-à-dire priver. que quand on marche, par exemple, Ali est un grand marcheur, il ne faut pas regarder devant ses pieds, il faut essayer de regarder l'horizon. Ça, vous le conseillez quand on y pense? Alors déjà Ça les aide pieds. vraiment Alors Ali est très grand, donc les pieds ils sont très loin de ses yeux, donc il y a déjà pas beaucoup d'accommodation quand on regarde à plus d'1,50 m, même plus de 2 mètres Ali, n'est-ce pas? Mais non, ça c'est pas vraiment le sujet. On est déjà quand on regarde nos pieds plus loin que le très proche. C'est l'univers du trop proche permanent. Alors, je me posais une question quand vous parlez du manque de clignement. Donc, c'est un rapport avec les yeux secs. Moi, je suis allée chez mon ophtalmologue qui m'a dit qu'effectivement, il y avait un rapport entre le fait que j'ai les yeux secs et ma ménopause, parce que je n'arrêtais pas d'avoir des conjonctivites aussi. Et du coup, est-ce qu'il y avait un lien? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Les paupières, c'est nos essuie-glaces, en fait. Surtout quand on vit dans une zone urbaine. Et l'humanité, elle est de plus en plus dans des zones urbaines, donc très empoussiérées. Et donc, les paupières, elles balayent, elles font l'essuie-glace pour dégager les poussières qui viennent s'accumuler à la surface de notre cornée. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si cette surface est avec l'âge, de manière générale, ménopause ou pas ménopause, mais avec l'âge, nos sécrétions lacrymales, elles sont de moins bonne qualité Oui, c'est ça, ouais. et de moins bonne quantité. Est-ce que c'est une bonne chose de se nettoyer les yeux tous les jours avec du sérum physiologique? C'est une bien meilleure chose que de se frotter les yeux. Alors on sait que se frotter les yeux, c'est vraiment très mauvais. Il y a un message de santé publique à J'adore, faire moi, ça passer. m'apaise. Oui, tu passes Ouais, mais ça, on adore tous. C'est passer pas ça. bon du tout pour les yeux. Donc il faut pas se frotter les yeux. Et effectivement, si on a les yeux qui piquent, parce qu'on vit dans du monde où il y a la poussière, avoir le réflexe de sortir un peu de sérum physiologique et de se rincer l'œil, c'est une très bonne idée. Alors Sylvie, beaucoup de personnes qui souffrent de céphalée affirment que ça part souvent des yeux. Vision trouble, lumière insupportable ou encore petites taches lumineuses qui arrivent juste avant la douleur, un peu comme on peut le voir sur ces images. C'est correct? C'est-à-dire que dans ces cas-là, on ne parle pas de céphalée, on parle de migraine ophtalmique, souvent, donc qui touche énormément de migraineux. Et dans ces cas-là, la migraine commence par des manifestations visuelles. Donc on appelle ça migraine ophtalmique ou migraine avec aura visuelle. Et donc les patients peuvent voir des zébrures dans une partie du champ visuel, plus ou moins importante, ou bien tout d'un coup peuvent avoir l'impression qu'il leur manque une partie de leur champ visuel, ou ils peuvent voir des espèces de lumière, etc. Donc des manifestations lumineuses qui les alertent. Ils savent, les gens qui ont des migraines ophtalmiques savent que c'est le début de la migraine ophtalmique et un certain temps après, ils auront des céphalées, donc des vrais maux de tête. Mais ça commence vraiment par la vision. C'est parce que la migraine, c'est un phénomène, vraiment une anomalie de la circulation sanguine et qu'à ce moment-là, c'est dans les aires visuelles cérébrales que ça se passe, qui est le point de départ de la migraine, d'où les manifestations visuelles. Mais on sait aussi qu'il y a des patients qui ont une vision qui n'est pas corrigée de manière optimale, qui ont des troubles ophtalmologiques, qui les méconnaissent. Et à force d'essayer de compenser pour leurs troubles visuels, par exemple s'ils doivent accommoder, forcer sur l'accommodation, s'ils voient flou, s'ils font un effort visuel, cette tension-là, cet effort-là peut générer des maux de tête. Mais dans ces cas-là, ça va donner des maux de tête consécutifs aux problèmes visuels. On a parlé beaucoup de myopie. Moi, j'aimerais bien qu'on balaye ensemble les autres troubles de la vue. Ce que vous voyez à l'écran, par exemple, c'est la vision d'un hypermétrope qui voit mal de près, mais qui ne voit pas assez bien de loin. Donc, ça veut dire que lire, écrire, regarder un écran et tout, pour lui, c'est un effort d'accommodation permanent. Vous voyez ? Regardez ce que vivent les autres personnes. Ça remonte le moral pour ceux qui n'en souffrent pas. Les astigmates, maintenant. Oh, mon fils Gaspard, il est astigmate. Il voit de façon floue et déformée à toutes les distances, cette fois. Donc, les lignes droites, elles peuvent paraître penchées, doublées, ondulées. Et puis,
Voici mon cas. Les presbytes, mais ça, c'est l'âge. Là, c'est juste avec un œil donc qui vieillit, le cristallin qui perd de sa souplesse. La mise au point de l'image, elle se fait plus aussi simplement. Et à partir de 40 ans, on comprend pas parce qu'on se réveille un matin, on fait « Ah, mais pourquoi est-ce que je vois flou ?» On voit mal de près, quoi, voilà. Mais on voit très, très bien de loin. C'est la raison pour laquelle le prompteur d'Ali est un prompteur de myope. Et moi, mon prompteur est un prompteur de presbyte. Et tous ces troubles de la vue, ils se corrigent avec des lunettes ou avec des lentilles adaptées. Mais si vous voulez vous en débarrasser pour de bon, il existe une solution, c'est la chirurgie réfractive. Imaginez-vous, vous êtes presbyte, vous réveillez un matin et vous voyez comme au premier jour. Une véritable révolution que nous présente le pionnier en la matière, c'est le chirurgien ophtalmologue Damien Gatinel que notre journaliste Marianne Moing a rencontré. Bonjour Damien Gatinel. Bonjour. Il y a un mal qui nous guette tous, ça s'appelle la presbytie. Donc globalement, passé 40 ans, on est tous condamnés à porter des lunettes. Alors on est tous condamnés à devoir s'équiper d'un moyen de correction optique, donc les lunettes, les lentilles et puis aussi les méthodes chirurgicales. Il y a 2 grandes catégories de techniques, les techniques au laser et les techniques qui reposent sur la pose d'un implant. Et les patients sont plus ou moins adaptés à l'une ou l'autre de ces techniques. Arrêtons-nous sur la première technique pour corriger la presbytie, le laser. Là on a une patiente donc, qui est presbyte, hein. Vous allez bien ? Très bien. Comme je suis filmé, obligé de m'appliquer à 100%. Vous seriez appliqué de la même place. Ah. Alors la chirurgie au laser est une chirurgie qui s'effectue sous anesthésie locale, les 2 yeux le même jour. C'est une chirurgie ambulatoire qui ne requiert pas de consultation d'anesthésie, c'est assez léger. On va vous remettre une petite goutte d'anesthésie. Parfait. 3 secondes. Voilà. La chirurgie au laser consiste à sculpter la cornée. La cornée, c'est le petit hublot à l'avant de l'œil sur lequel on pose sa lentille de contact. Donc c'est un tissu transparent et on peut modifier la courbure de la cornée pour corriger la presbytie. Alors on va soulever le petit capot. Vous allez le voir passer. Hein, voilà. On va mettre à nu donc la surface de la cornée qu'on va creuser au laser. Et puis c'est parti. C'est très très bien. Le laser, c'est l'outil le plus précis chirurgicalement puisqu'il est précis, tenez-vous bien, au quart de millième de millimètre. C'est pour ces raisons que le laser reste la technique phare pour tout ce qui est chirurgie réfractive. Vous attendez à pire ? Je m'attendais à pire, oui. Ouais. On se fait tout un monde quand on ne connaît pas. Et toutes les cornées de tous les individus peuvent bénéficier d'une chirurgie au laser ? Non, toutes les cornées ne sont pas éligibles. Si la cornée est trop fine, si l'œil est sujet à la sécheresse oculaire marquée, on aura plutôt tendance à s'orienter vers une chirurgie avec pose d'implant. La chirurgie par implant est la 2e technique possible pour corriger la presbytie. Sous anesthésie locale, le chirurgien vous retire votre cristallin vieillissant et le remplace par un implant. C'est une chirurgie un peu plus invasive, puisque c'est une chirurgie où on va rentrer dans l'œil, contrairement à la chirurgie au laser où on reste en surface de l'œil. Pour la chirurgie des implants, ça se fait toujours en chirurgie ambulatoire, donc le patient ne reste pas une nuit à l'hôpital, il repart chez lui. Le patient repart chez lui, mais devra revenir une semaine plus tard pour se faire opérer le 2e œil. Ces chirurgies ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et vous coûteront entre 3 et 4 000 € pour les 2 yeux. C'est un investissement, effectivement, mais pour le patient, avant tout, je pense, un enjeu de liberté et de plaisir de vivre, de ne pas avoir à sortir des lunettes sans arrêt pour voir de près. Et c'est également aussi un placement qui sera un peu rentabilisé dans le temps par l'absence de frais d'optique importants. La vision, elle va s'éclaircir assez rapidement. Alors ce soir, ce sera pas forcément encore le cas, mais dès demain, vous allez voir mieux. Et dans un mois, je retrouve mes yeux de 20 ans. Exactement. Et dans les 2 cas, donc laser ou implant, est-ce que vraiment on peut jeter ses lunettes le lendemain ? Quasiment le lendemain. Alors, nous avons ici une paire de lunettes qui ne sert absolument plus à rien dans votre cas. Hein. Voilà, qui veut une paire de lunettes Et que ce soit une chirurgie donc au laser ou par implant, est-ce que c'est risqué ? Alors, on a envie de dire en tant que chirurgien qu'il n'y a absolument pas de chirurgie qui ne soit pas risquée, mais là, pour ce domaine particulier, les risques sont très faibles. On peut avoir des effets indésirables, la sécheresse oculaire qui s'accentue un peu chez les patients qui en avaient une au préalable ou qui apparaît chez des gens qui n'en avaient pas. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Alors
on l'a vu avec ce reportage, les progrès en chirurgie réfractive sont absolument spectaculaires. Grâce à elle, on peut corriger définitivement tous les troubles de la vue, la presbytie, l'astigmatisme, la myopie et l'hypermétropie. Alors, votre service au sein de l'hôpital Cochin, l'ophtalmopole, n'est pas en reste, professeur Brézin. Avec vos équipes, vous allez encore plus loin. Vous travaillez sur les 3 principales maladies oculaires responsables de la perte de vision après 50 ans, le glaucome, la DMLA et bien sûr la cataracte. Alors justement, parlez-nous des promesses qu'offre l'opération que vous proposez pour la soigner. Bon, alors, il y a une chose qui est absolument merveilleuse, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on vit vieux dans nos pays riches, mais en plus on vit bien. C'est-à-dire qu'on voit, on entend et on marche. On entend parce qu'on s'est équipé, on sait faire des prothèses auditives, on marche parce qu'on sait faire des prothèses de hanche, et on voit parce que ce qui était autrefois l'apanage du vieux, c'est-à-dire il voyait mal, eh bien, parce qu'on a presque tous à un moment ou l'autre la cataracte. La question c'est est-ce qu'on va l'avoir à 60 ans, à 70, à 80 ou à 90 ? Mais on a fait des progrès fabuleux avec des interventions qui sont devenues sûres, qui sont devenues fiables et qui en plus corrigent les défauts optiques. Donc ça, c'est vraiment une révolution du vieillissement, c'est la chirurgie de la cataracte. C'est 1 million d'interventions en France par an. 1 million. Donc le vieillissement du cristallin fait que cette lentille qui est transparente quand on est jeune, eh bien elle se teinte ou elle se raye. En tout cas, elle devient moins transparente avec l'âge. Et ça, on sait le résoudre. C'est une chirurgie magique. Demain matin, j'en ferai une douzaine dans la matinée, avec des patients qui vont rester 3 heures. Ça dure combien de temps, l'opération en elle-même? 15-20 minutes? Alors, c'est un peu comme si vous prenez l'avion pour aller à Toulouse, en tout cas par une compagnie aérienne normale. Vous allez passer beaucoup plus de temps à l'aéroport à Paris et puis ensuite à Toulouse que le moment où l'avion est vraiment en l'air. Donc nous, il y a un temps de parcours, il y a la préparation, on installe le patient, on installe les instruments, mais le moment réellement où je suis en train d'opérer, c'est une petite quinzaine de minutes et c'est plutôt entre 10 et 15. Moi, j'aimerais bien vous parler de quelque chose, c'est la kératopigmentation. J'explique ce que c'est. C'est une technique chirurgicale qui consiste à introduire des pigments dans la cornée. Alors au début, le but, c'était un but thérapeutique. C'était fait pour réparer une cicatrice ou réduire la sensibilité à la lumière parce qu'il y avait un iris abîmé. Mais il y a de plus en plus de personnes qui ont recours à cette opération pour des raisons esthétiques, c'est-à-dire juste pour passer du marron au vert, histoire de faire plus joli. Professeur Brézin, je me doute de la réponse, mais quel regard vous portez sur cette tendance folle? Comment est-ce que font les gens je dis les gens, mes collègues, c'est ceux d'entre eux, une toute petite minorité qui proposent ces interventions. Comment est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent des pigments dans la cornée, ce qui n'est pas la manière naturelle de déterminer la couleur de nos yeux. La couleur de nos yeux, elle est déterminée par nos iris. Et l'iris, c'est au centre, il y a la pupille. C'est un diaphragme. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, l'iris se dilate, et donc pour laisser rentrer plein de lumière. Et puis quand il n'y en a pas beaucoup, quand il y a beaucoup trop de lumière, l'iris se contracte, ça s'appelle un myosis. Bon. Donc notre couleur des yeux, elle est dynamique. En plein soleil, vous avez la pupille, le noir, là, qui est tout petit, puis on voit tout le bleu de vos yeux, ou tout le marron des yeux d'Ali. Bon. Si vous pigmentez la cornée, il n'y a pas cette dynamique. Vous avez un regard fixe sans une couleur qui bouge. Donc c'est pas beau. Ce qu'on voit dans les images, effectivement, ça fait peur ce regard. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas humain. C'est artificiel. J'imagine que c'est pas anodin non plus quand même. C'est pas anodin pour plein de raisons. Donc on n'a plus la dynamique, c'est-à-dire ce côté de la pupille qui bouge, qui se dilate ou qui se contracte pour répondre à l'effet de la lumière. Et en plus, ça va masquer en fait une partie de l'examen de l'œil, puisque on a teinté, on a fait un tatouage en fait dans l'épaisseur de la cornée. C'est effrayant. Avec des pigments qu'on met aujourd'hui en 2025, mais qu'est-ce qu'ils deviendront en 2045, en 2065 je trouve ça se trouve, ça va baver les gars. Donc ça fait pas envie. Ça fait pas envie. Il y a des tas de recommandations de ce qu'on appelle nos sociétés savantes pour dire attention, n'y allez pas. Et malheureusement, certains y vont et j'en suis navré. Professeur Antoine Brézin, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ophtalmologiste, chef de l'ophtalmopole au sein de l'hôpital Cochin et l'auteur du livre Comprendre et soigner ses yeux aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'avoir partagé votre savoir. Merci beaucoup. Elsa. Oui. Elsa, oui. vous avez une déclaration à vous faire. Ah, enfin! Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle est sur tous les dossiers, Elsa, là. Elsa, j'aime votre regard et pourtant vous avez mis du temps avant de pouvoir soutenir le mien. Des années à baisser les yeux. Vous nous en parlez dans votre story. Ça m'arrive. Totalement ringard. Si c'est comme ça que vous draguez, attendez, C'était d'une ringardise. Non, mais ma chronique,
doit être émouvante. Je vous ai fait une chronique très émouvante, même en l'écrivant. J'ai un peu pleuré, figurez-vous. Et là, vous me lancez, mais d'une manière, on peut pas. Ça va pas du tout. Ce que je voulais vous raconter, c'est que c'est vrai que c'est difficile. En fait, pour quelqu'un qui a toujours eu du mal à se regarder dans une glace, qui a toujours eu du mal à s'aimer, avoir un joli regard sur soi, soutenir un regard, c'est toute une vie. Donc réussir à faire ça, même en riant avec vous, à la télévision, mais pour moi, c'est énorme. Vraiment, c'est un énorme progrès parce que j'ai mis des années à pouvoir, moi, me regarder dans une glace. Il n'y a pas si longtemps que ça, ma fille, Bianca, a allumé la lumière de la salle de bain parce que je restais dans la salle de bain dans le sombre, parce que je ne voulais pas me voir. Donc vous vous rendez compte ce que c'est pour moi, tout d'un coup, on fait un thème sur les yeux et je me rends compte, en écrivant cette chronique, que je n'ai plus aucun problème à soutenir le regard des autres. C'est important de soutenir le regard des autres. Quand on ne peut pas soutenir le regard des autres, il y a quelque chose, c'est comme si l'autre pouvait nous marcher dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si l'autre, tout d'un coup, avait un ascendant sur nous. Moi, j'ai eu cette sensation d'être un peu la Bridget Jones de service, un peu fragile, un peu comme ça, qui fait du bruit parce qu'il y a du vide et qu'elle a peur du vide. Alors que pas du tout, alors que finalement, je suis sûre de moi, alors que finalement, sommeille en moi une Jennifer Lopez, une Gisèle Halimi, une Simone Veil, vous voyez? Mais en fait, à côté de ça, il faut du temps pour tout d'un coup réussir à soutenir ce fameux regard. Et ce que je voulais dire ce matin, c'est que si vous aussi, vous avez du mal à soutenir le regard de votre patron, dans votre famille, de vos amis, eh bien aujourd'hui, faites-le. Faites-le pour vous, parce que soutenir un regard, c'est vous soutenir vous, c'est vous aimer et vous le méritez. Vous avez fait battre les cœurs de tous les téléspectateurs qui nous regardent. Sylvie, pourquoi c'est si dur de soutenir le regard d'une personne et pourquoi ça peut prendre du temps? Parce que je pense qu'on comprend tous et toutes ce qu'a vécu Elsa. Parce que regarder quelqu'un, c'est un des actes fondateurs de l'interaction. Vraiment. Quand le bébé regarde sa maman à la naissance, c'est ce qui va provoquer la libération d'ocytocine chez la maman, qui va permettre le lien, l'attachement. Donc la relation visuelle, le contact visuel, non seulement il active plein de régions de notre cerveau, mais c'est vraiment le ciment et de la relation et de l'empathie. D'ailleurs, on sait que si on enregistre les contacts visuels lors d'une première rencontre entre deux partenaires, la qualité, la durée des regards, vraiment des échanges de regards, et non pas regarder une autre partie du corps, va déterminer la qualité de la relation à venir. Donc c'est dire à quel point le regard c'est important. Et puis aussi, quand on soutient le regard de quelqu'un, certes, on entame une relation avec lui, on est vraiment dans l'interaction, mais il se joue quelque chose d'autre. C'est qu'on est aussi capable d'analyser ce que l'autre voit en nous, comment il nous voit, et ça influence forcément l'image qu'on va se construire de nous-mêmes. Et donc, mis à part toutes ces hormones qui vont être libérées, mis à part l'interaction sociale, mis à part le lien, la relation, il y a aussi notre identité, il y a aussi ce qu'on est, parce que, on le sait bien, c'est pas une phrase en l'air, on se construit aussi à travers le regard des autres. Et on sait que ce qui est le plus délétère pour une personne, c'est de ne pas être regardé, qu'il n'y ait pas d'échange visuel. Parce que si quelqu'un ne vous regarde pas, quelque part, vous n'existez pas. Ah, Sarah nous regarde. Ah, Sarah. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Sarah? Ouais. Allô? Oui, Ali Agathe. Je vous entends très bien. Aujourd'hui, on parle d'un vrai dilemme. Les lunettes, ça aide ou ça casse le charme? J'ai donc pris 2 photos d'Ali, une avec lunettes et une sans lunettes. Et je vais demander aux personnes qui m'entourent la photo qu'ils préfèrent. Amédéo, Ali, avec ou sans lunettes? Ouais, sans lunettes. Pourquoi? Ça fait plus naturel, quoi. Ok. Avec ou sans lunettes? Avec lunettes. Ça fait plus sérieux, ça fait plus... tu vois, d'accord. Estelle, avec ou sans lunettes? Avec lunettes, sans lunettes, avec chemise, sans chemise. Il me plaît. Sans pantalon, on prend, c'est ça Estelle? Bon, il a la cote Ali, hein. Allons voir maintenant si je suis comme Ali. J'ai mis mes grosses lunettes bien moches et je suis partie draguer des mecs dans la rue pour voir si ça marche. Vous allez voir. Bon, sans pantalon. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Elles sont où? Elles sont dans mon sac. Amenez-les-moi. À l'attaque. Ah, ça vous va bien les lunettes? Je ne sais pas. Est-ce que je peux tester pour voir ce que vous voyez dedans? Ouais. Je vois rien du tout. Ah ouais, vous avez des gros problèmes de vue, hein. Ah, je ne vois rien, je vois flou. J'ai mal aux yeux. Oh mon Dieu, mais comment vous faites? Et là, vous voyez bien à travers les lunettes? Très très bien, c'est très clair. C'est une catastrophe, hein. Mais vous en êtes arrivé là comment?
Complétez ma phrase. Femme à lunettes. C'est super chouette. Femme à lunettes. Femme à kékette. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est vous qui le dites, hein. Les lunettes, vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez que ça fait sexy? Ouais. Ah ouais? Aujourd'hui, c'est un accessoire de mode. J'avais même une paire de fausses lunettes qui n'étaient pas du tout corrigées. Parce que j'aimais bien l'air que ça donnait. Ça fait sexy, ça fait sérieux, ça fait la secrétaire. Ou alors les lunettes de soleil, ça fait la star. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller draguer des hommes dans la rue avec des lunettes, mais des lunettes un peu loupe. Là, je vous drague dans la rue, vous me donnez votre numéro? Franchement, ouais. Excusez-moi, est-ce que vous avez 5 minutes pour boire un café? Ah non. Non? Là, ouais, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Bonne journée. Merci. Vous êtes très beau. Je peux prendre votre numéro de téléphone? Oh non. Non? Je suis marié. Vous êtes marié? Je peux monter avec vous, on va boire un petit café, vous êtes charmant. Je suis désolé. Non, c'est les lunettes? Non? Bon. Ah, j'ai pas la cote avec ces lunettes, hein. Très bonne question. Quelle tête à lunettes avons-nous et comment bien choisir sa paire? Important. Les réponses fondamentales de notre invité coup de cœur. Les lunettes qui sont autant des dispositifs médicaux que des accessoires de mode. Donc les développer, c'est tout un art. Ça exige une grande minutie. C'est un artisanat d'exception auquel va nous initier Bérangère Evin. Bonjour Bérangère. Bonjour. On est trop heureux de vous. On attendait ça depuis le début de l'émission parce que bon, on veut être canon quoi. Alors vous êtes la première femme opticienne et lunetière à décrocher le titre de MOF, c'est-à-dire de meilleure ouvrière de France en lunetterie. C'était en 2019. Voilà, franchement chapeau. Merci. En quoi consiste votre métier d'artisan lunetier que vous exercez donc dans votre propre showroom, qu'on comprenne bien de quoi on parle? C'est un peu comme un tailleur, en fait. C'est-à-dire, je fais des lunettes, mais sur mesure à mes clients. Donc, ils viennent, je prends toutes les mesures morphologiques du visage. Donc, c'est un travail extrêmement minutieux, j'imagine? C'est surtout un travail de connaissance avec... faut vraiment rentrer dans l'intimité du client, puisqu'en fait, on ne choisit pas juste une monture comme ça qui va lui aller. C'est vraiment connaître ses goûts, pourquoi il vient, parce qu'il y a des clients qui vont venir parce qu'ils ont un problème morphologique, d'autres parce qu'ils ont des complexes, d'autres parce qu'ils veulent un objet unique. Enfin voilà, chaque client a une demande différente. Et donc, il faut déjà, en première partie, passer beaucoup de temps à essayer de comprendre le besoin du client et pourquoi il vient. Vous avez gagné le titre de meilleure ouvrière de France en lunetterie en 2019 avec cette paire que vous nous avez apportée en plateau. Oui, tout à fait. C'est celle-ci, regardez. Elle est absolument magnifique et c'est grâce à cela. Alors montrez-nous, expliquez-nous un petit peu comment est née cette paire. Le concours de meilleur ouvrier de France, c'est pas un concours d'esthétique, c'est vraiment un concours de technique et de précision. C'est une forme imposée. D'accord. On reçoit un sujet et après on va avoir 6 mois, 1 an pour travailler sur le sujet. C'est-à-dire que ce qu'ils vont juger sur cette monture, ça va être les cotes. Et on est au 10e de millimètre. D'accord. Donc c'est vrai que c'est la précision qui est jugée. Voilà, la précision. Je ne sais pas si on voit bien, mais on voit bien. Voilà, il y a beaucoup d'angles dans cette monture. Et les angles, par exemple, en industrie, c'est très difficile à faire avec des machines à cause des fraises qui sont rondes. C'est des choses qu'on peut faire qu'à la main. Donc ils essayent de nous piéger, du coup, pour être sûr que c'est bien fait à la main. Il ne faut pas que ça soit facile, ce concours de meilleur ouvrier de France. Enfin, et on a bien compris que c'était ultra difficile et c'est vous qui avez gagné à l'échec. Donc bravo. Voilà. Alors le choix d'une paire de lunettes n'est pas anodin, il peut même changer la façon dont on nous perçoit socialement, Sylvie. Bien sûr, parce que à l'image de ce qu'on porte, de notre coupe de cheveux, de notre couleur de cheveux, de la couleur de nos yeux, en fait, les lunettes font partie intégrante de notre identité. Et on sait bien qu'il y a eu des tas d'études en psychologie sociale. Si on vous demande de juger du sérieux de quelqu'un, d'ailleurs, je pense qu'Ali n'a aucun trouble de la vision. Il a des lunettes pour... Essayez-les, vous allez voir. Oui, je confirme qu'il est vraiment bigleux. Les lunettes vont vraiment rajouter en crédibilité, en sérieux. Et d'ailleurs, on sait, évidemment, je riais avec Ali, mais on sait que les jeunes femmes qui accèdent à des postes importants peuvent acheter des lunettes avec, Bérangère dit oui, avec des verres neutres. Et donc, il y a un marché des lunettes avec des verres neutres, simplement pour avoir la posture. Mais moi, un pied d'intelligence. Non, je l'ai fait, moi. Exactement. Quand j'avais 30 ans. Pour une question je me souviens, je faisais une matinale à la radio et j'avais des fausses lunettes. Et j'étais
Tellement contente, alors qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment parce que je vois rien. Et donc, oui, effectivement, on peut du coup duper un petit peu les gens en face de nous avec cet accessoire-là. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, quand j'étais petit, donc j'ai été dépisté myope au CM2, quand j'avais 10 ans, j'avais horreur de porter mes lunettes, de peur d'être perçu comme l'intello le premier de la classe. cour de récréation ou de la classe, quoi. Donc je les mettais quasiment jamais. Alors qu'aujourd'hui, c'est Ali Rébéi de France Inter. Je l'aimais, Elsa court. Ouais. Bérangère, alors on vous a demandé de trouver la paire de lunettes qui irait le mieux à chaque personne de l'équipe. Ah, ouais, la chance qu'on a. Ah oui. Donc on va découvrir le résultat. Vous allez nous expliquer pourquoi ce choix par rapport à la physionomie du visage de chacun. Moi, par exemple, le visage pris entre deux portes, on ne va pas se mentir, 7 mètres de longueur. On commence, quoi. C'est vrai. Non, mais j'en ai conscience. Ali, on commence avec vous. Vous avez 2 propositions, c'est ça, Bérangère? Oui. Avec la particularité d'avoir une grosse tête, je fais du 62 en casquette. Moi aussi. Alors, attendez, je regarde, parce que là, je vois pas bien. À gauche? Ah, j'aime bien. Alors J'aime bien à droite, moi. À droite. Pour vous, vous portez déjà une paire de lunettes qui vous va très bien. Merci. Morphologiquement, elle est bien adaptée. Donc, je voulais juste trouver quelque chose de plus différent et d'un peu plus marqué, de plus typé. Donc, celle de droite qui va être très épaisse. Pareil, la couleur, on peut la faire un peu plus foncée que celle que vous avez par rapport à la carnation de votre peau. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment typé. C'est très canon à droite. Et celle de gauche, c'était pour changer un petit peu et avoir quelque chose de plus, on va dire, discret, mais voilà, un petit peu différent de ce que vous portez. Mais après, c'est surtout les matières qui sont différentes entre les deux. Très bon choix, j'adore la proposition de droite, mais comme j'ai la tête très ronde, je trouve que deux verres ronds, ça fait un peu... C'est pour ça qu'il y a cette petite barre sur le dessus pour allonger un petit peu, justement. Moi, j'adore les deux, mais celle de droite, c'est très... J'ai été dans un groupe de rock quand j'avais 18 ans. Il m'en reste quand même quelques petits talents de gratte. Ouais, c'est vrai. Allez, on passe à Agathe. Ouais. Ah ouais, bon, 7 mètres de visage. Non, mais on est d'accord. C'était plus difficile. Merci. Ah là, moi j'aime bien à gauche. Moi à gauche aussi. À gauche. À gauche, ouais. Très beau. Moi, naturellement, je prends toujours, comme je trouve que j'ai une grosse tête, je prends toujours une paire de lunettes très grande. En proportion à mon visage. Ah oui. Mais bon, je me trompe peut-être. Hein. Affaire d'harmonie, vous dites. Non, mais ça me va super bien. À gauche. Femme à lunettes, hein, Ali? Ah oui. Ah bah oui. Donc là, j'aime bien celle de gauche. C'est plutôt sur les couleurs que j'ai travaillé, parce que justement, comme vous êtes plus blonde, pas des couleurs foncées, des couleurs plutôt douces. Ouais, vous me conseillez plutôt de prendre des lunettes à cajou? Alors plutôt avec des couleurs douces, mais pas trop ternes non plus, hein, parce que vous avez quand même du caractère. Et puis celle de gauche, en fait, ça va le côté un peu cassé du bas de la monture. Et en fait, elle est assez haute, cette monture. Alors pour les chroniqueurs, vous avez apporté des faces à main pour tester quelle forme de lunettes leur irait le mieux. Et vous allez nous expliquer pourquoi, pour pouvoir guider aussi nos téléspectateurs quand ils vont choisir leur paire de lunettes. Elsa, on commence avec vous. Elsa, c'est assez facile en fait. Pardon, parce qu'elle est excusez-moi. Non, elle a du caractère, donc on peut autant prendre des choses discrètes, très grandes, ou plutôt rigolotes. Donc ça, après, voilà, dans les montures, là, c'était plutôt des montures que je vous ai amenées. Où vous pouvez partir sur des choses un petit peu épaisses, comme celle-ci. Faites ce que vous voulez. Alors, celle-ci va être, au niveau morphologique, pas facile à porter pour tout le monde, mais je pense que pour vous, elle ira. Tout lui va. Voilà. Comme je vous dis, c'est assez facile. Ok, on a celle-là. Voilà. On est bien. En tout cas, j'allais dire on est bien dedans, mais c'est vrai. C'est très agréable. Et encore, elle n'est pas faite sur mesure. Elle est légère. Après, celle-ci va être un peu plus originale et voilà, avec des couleurs un peu drôles. Voilà, un peu moins plus. Je préfère la première. Oui, la première, c'était ma première idée. Hein. Après, c'est juste pour montrer d'autres choses. Et après, vous m'avez dit, et vous m'avez dit que vous aimez l'oversize. Ouais, alors moi, c'est ce que je porte. C'est exactement. C'est la grande tendance, l'oversize. Bah non. Morphologiquement, c'est pas celle-là. Moi, je préfère la première. On va faire la première toujours. Est-ce que je peux essayer? C'est moins charmant. Je peux essayer? Bah oui, Agathe, vous voulez essayer celle-là? Oui, parce que je voudrais avoir l'avis de Bérangère, vu que c'est ce que je porte. Alors déjà, la couleur, c'est celle que je vous avais proposée. Sur l'autre, sur une des simulations, c'est cette couleur-là. Et pourquoi c'est à la mode l'oversize? Pourquoi Elsa, Agathe en raffole? Non, mais moi, c'est parce que j'ai un grand visage. C'est un phénomène de mode et c'est lié aux réseaux sociaux parce qu'en fait, nos téléphones, quand on se prend en selfie,
et ils ont un grand angle et ils grossissent le centre du visage. Et donc, toutes les jeunes filles qui se prenaient en photo, en selfie, les montures sont trop grandes et puis du coup, celles qui veulent copier... Ok. Mais par contre, cette couleur vous va très bien. Et on enchaîne avec Marie. Oh, ça va, pourriez vous arrêter 2 secondes sur moi. Quelle forme avez-vous choisi pour Marie? Alors pour Marie, je vais plutôt montrer les faces à main parce que je n'avais pas de monture qui pourrait lui s'adapter. Mais voilà, ce genre de forme devrait bien vous aller. Ah bah oui, magnifique. Sublime. Oui, très beau. Sublime. Et pourquoi vous faites en fonction de quoi, de la forme? Alors c'est la position de vos sourcils aussi. Et pareil, l'ovale du visage, là c'est sur les côtés qui est un peu plus... très carré quand même. Voilà, c'est pour ça que cette partie-là du bas adoucit le bas du visage. Et par contre, elle a un regard qui remonte avec le côté à moi. papillon. Alors, j'ai jamais porté de lunettes de ma vie. Ouais. Je suis sûr que ça me va pas. On va vous dire. Pour vous, des choses claires, assez classiques. Ok. Attention. Oh. Voilà, donc celles-ci, elles vont... Sans le regard. Ça lui va hyper bien. Ça te va hyper bien. Ah ouais, vous aimez bien? Non. Ah ouais. Ça fait sérieux. Ah oui, si, moi j'adore. C'est une forme classique. Et non, parce qu'il a un gros front. J'ai un gros front, ouais. Grand front. Ça va pas la tête. Gros, c'est méchant. Grand, c'est bien. Si, pas mal. Bon, bah, je garde Des ça. formes un petit peu rondes, je trouve que ça peut lui aller. C'est un peu Stan de Neuilly qui a fait Polytechnique, mais bon voilà. C'est vrai que ça fait polytechnicien. Ouais. C'est vrai? Ouais. Donc c'est moins intelligent. Ah ouais. Ok, je les garde. Bah, alors. voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous les rendrez jamais. Merci beaucoup Bérangère Evin. Je rappelle que vous êtes meilleur ouvrier de France en lunetterie et qu'on peut avoir recours à votre savoir-faire en se rendant dans votre showroom à l'atelier Bérangère à Fontainebleau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous les 5. Oui, je mets Ali maintenant parce que sinon... Ali, on vous retrouve tous les jours de la semaine puisque j'en parle à 10h dans Grand Bien vous fasse tous les jours. Et vous, Agathe, on vous retrouve dans Bel et Bien Ensemble du lundi au vendredi à 10h-5 sur France 2. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même chaîne. On ne change pas une équipe qui gagne. Bisous. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez soin de vous. Sinon, ça barde. Hein. OK ? Bonne semaine. Bisous. Salut. À bientôt.